Deal ou no deal? Telle est la question. Il s'agit bien sûr du Brexit. Londres redoute une sortie sans accord. Les échéances approchent. Le divorce est prévu fin mars 2019. Le texte doit être présenté en septembre prochain, mais le processus est grippé. Pour mieux comprendre ce qui se joue, nous sommes en direct de Bruxelles avec Pascal Delwitt. Bonsoir, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Merci d'être avec nous. Alors, Theresa May a pris le dossier en main. La première ministre britannique a entamé une tournée diplomatique avec la France. Elle a rencontré vendredi le président français Emmanuel Macron. Alors, pourquoi a-t-elle décidé de prendre les commandes? Est-ce que c'est une bonne stratégie? Je crois qu'elle n'a plus le choix. Elle est en difficulté dans son propre camp, elle est en difficulté au Parlement, elle est en difficulté devant l'opinion. Et comme vous l'avez souligné d'entrée de jeu, les échéances approchent de plus en plus. On a maintenant devant nous 3 sommets extraordinaires de l'Union européenne qui sont consacrés à cette question. Et à ce stade, les éléments principaux d'un accord final sont loin d'être réunis, en particulier dans la négociation entre la Commission et l'État britannique. Mais est-ce qu'elle peut passer outre Michel Barnier? C'est quand même lui que l'Union européenne a choisi pour ces négociations. Est-ce que, là encore, est-ce que c'est une bonne stratégie? Peut-être qu'elle n'a pas le choix, mais est-ce que ça peut être mal vu? Mais on voit que depuis le début du mois d'août et singulièrement ce week-end, il y a eu une grosse opération diplomatique de la Grande-Bretagne. Theresa May est allée voir Emmanuel Macron. Le ministre des Affaires étrangères, M. Hunt, fait également une tournée. On voit également qu'un certain nombre d'intellectuels, de scientifiques, d'hommes d'affaires s'alarment. Donc il y a une phase de dramatisation pour essayer, je dirais, d'avancer sur le plan qu'a présenté Theresa May au début du mois de juillet. Mais la difficulté, c'est que bien sûr, le négociateur en chef pour l'Union européenne, c'est Michel Barnier. Et même les chefs d'État et de gouvernement qui sont consultés ont eux-mêmes des intérêts à faire valoir. Et savent aussi que ce plan tel qu'il a été présenté pose aussi un certain nombre de questions, voire peut-être même existentielles à l'Union européenne, et donc n'est pas acceptable comme tel. Oui, alors vous parlez de ce livret blanc de Theresa May qu'a présenté Theresa May. D'ailleurs, on a eu peu d'informations sur cette rencontre avec Emmanuel Macron. Son porte-parole assure aujourd'hui qu'elle est toujours optimiste, que Theresa May croit en un bon accord. Mais justement, on va revenir, vous l'avez dit, sur ce petit livret blanc sur le Brexit. En fait, elle propose notamment la négociation d'une zone de libre-échange pour les marchandises. Qu'est-ce que cela implique et pourquoi l'Union européenne est contre? C'est-à-dire que c'est la philosophie qui pose un certain problème à l'Union européenne, parce que la philosophie, c'est un peu je prends le meilleur de l'Union européenne et je me retire de ce qui me pose problème. Et par ailleurs, le marché unique, vous êtes complètement dedans, mais aussi avec ses règles, et notamment ses règles d'arbitrage, où vous êtes en dehors, mais être à moitié dedans et à moitié en dehors, c'est une démarche compliquée. Et cette philosophie, je suis à moitié dedans et à moitié dehors, est difficile à accepter pour l'Union européenne, parce que si elle va de l'avant dans ce cas d'école-là, on peut imaginer que d'autres États vont se dire là aussi, je prends le meilleur de ce qui me convient et je laisse le pire, et donc je pratique de la même façon que le Royaume-Uni. Et par ailleurs, il y a toujours le problème des frontières, et en particulier de la situation entre les 6 comtés d'Irlande du Nord et l'Irlande, et donc ça non plus n'est pas réglé par ce livre blanc qui a été présenté. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le point le plus important, l'Irlande? Parce que c'est souvent l'exemple qui est mis en avant. Michel Barnier le disait encore il y a quelques semaines. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le point qui achoppe le plus? C'est un point complexe parce qu'il cristallise les difficultés, mais c'est sans doute pas le point le plus complexe. Mais c'est un point complexe parce qu'il cristallise vraiment la difficulté de savoir quel est le statut que vous donnez, vous, État, dans la relation avec un partenaire qui est l'Union européenne en tant que partenaire commercial. Et de ce point de vue-là, soit il y a une frontière, soit il n'y a pas de frontière, mais une situation d'entre-deux est assez compliquée. C'est ce qu'essaye de présenter Theresa May pour la circulation des marchandises et des services, mais c'est difficilement acceptable, je crois, du point de vue de l'Union européenne. Et singulièrement aussi tous les problèmes d'arbitrage qui accompagnent la proposition de Theresa May. Alors Theresa May a commencé sa tournée, son offensive diplomatique avec la France, avec Emmanuel Macron. La Grande-Bretagne voit dans la France peut-être le pays le plus rétif à cet assouplissement. Est-ce qu'ils ont raison? Ils ont pour partie raison, dans la mesure où
dans le concert des nations européennes, depuis un an, la France est distinguée par un certain nombre de propositions plutôt europhiles. Et donc, dans ce contexte-là, Emmanuel Macron est plutôt vu comme le leader d'une avancée, non pas de nature fédérale de l'Union européenne, mais en tout cas de nouvelles avancées de l'Union européenne. Alors que l'autre grand de l'Union européenne, l'Allemagne, elle est confrontée à une situation plutôt inédite pour elle, c'est-à-dire, je ne vais pas dire une crise politique intérieure, mais en tout cas un questionnement sur la légitimité d'Angela Merkel. Très longue formation du gouvernement, et on l'a vu encore récemment, grande difficulté entre la CDU et son partenaire, la CSU, grande difficulté entre la CDU et CSU et le SPD. Donc Angela Merkel n'a plus la force et l'aura qu'elle avait encore il y a quelques années. Alors Pascal Delwitt, on a bien compris, selon vous, c'est la France qui mène un peu, qui fait barrage, qui fait bloc. Mais est-ce que les 27 vont faire front, justement ? Non, mais la France est un acteur parmi d'autres et par ailleurs, elle a aussi intérêt à atteindre un accord parce que la France est un partenaire économique et commercial très important du Royaume-Uni. Mais par ailleurs, vous le soulignez à juste titre dans votre question, on n'est pas dans une situation aussi simple, les 27 d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre. Plusieurs États, plusieurs acteurs des États membres de l'Union européenne ont fait état de différences, de nuances, singulièrement dans le chef de la Pologne, singulièrement dans le chef de la Hongrie. Il y a des regards un peu différents, parfois pour des raisons qui ne sont pas identiques, de temps en temps pour des raisons économiques et commerciales, mais de temps en temps aussi pour des raisons de nature géopolitique ou de défense. On voit que la Pologne, très inquiète des postures de la Russie, s'alarme d'une forme de délitement du lien politique et militaire entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il y a beaucoup de critiques du côté du Royaume-Uni, évidemment. Par exemple, une critique qui revient assez souvent, notamment du ministre des Finances britannique. L'Europe cherche à affaiblir la City. Est-ce que c'est aussi votre point de vue ou est-ce que c'est un argument parmi tant d'autres ? Non, on est dans une phase où chacun accuse l'autre de tous les maux et on est surtout dans une phase de dramatisation. Mais cette phase de dramatisation, on doit la prendre dans une optique classique qui est avant le final, je dramatise, mais on doit aussi la prendre comme une inquiétude et une inquiétude qui est réelle, c'est-à-dire que le scénario de l'incapacité à atteindre un accord prend corps, c'est sans doute pas encore le plus probable, mais prend corps. Et vous le savez, quand vous rentrez dans les zones d'incertitude, on voit les citoyens, on voit les acteurs avoir des comportements différents que quand vous êtes dans des situations de certitude. Et c'est ça qui devient de plus en plus problématique, c'est l'incertitude pour les acteurs politiques, pour les acteurs commerciaux, pour les acteurs entrepreneuriaux. Après, chacun défend sa vision. Vous savez, il est évident que les autorités britanniques défendent devant leur opinion leur bonne volonté et font acte de leur bonne volonté et considèrent que c'est l'Union européenne et Michel Barnier qui est de mauvaise volonté. Et puis on retourne l'argument du point de vue européen ou du point de vue de la Commission européenne. Ça, c'est assez classique, mais je pense qu'il y a une forme de situation où la Grande-Bretagne n'assume pas complètement ce qu'elle a fait lors du référendum, c'est-à-dire demander la sortie de l'Union européenne. En tout cas, la tenue d'un autre référendum est vraiment rejetée, là, du point de vue des autorités. Le ministre, le chef de la diplomatie l'a encore dit. Ce n'était pas du tout à l'ordre du jour. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour et de toute façon, même si c'était à l'ordre du jour, il dirait le contraire. Donc il faut être prudent, mais c'est sans doute un scénario extrême et qu'il ne faut pas complètement exclure, mais qui est vraisemblablement pas à l'ordre du jour pour l'instant. Quand bien même, oui, il faudra examiner la situation du point de vue de l'opinion britannique, parce que si à un moment la crainte d'un non-accord prend encore plus de corps, il faudra voir les impacts du point de vue des taux d'intérêt, les impacts du point de vue de l'échange entre la livre et l'euro et d'autres monnaies internationales. Donc il faudra voir dans quelle mesure la pression d'une partie plus substantielle de l'opinion ne va pas aller vers ce scénario-là. Et pour en revenir aux arguments britanniques, c'est vrai que la France a fait des appels du pied aux entreprises qui voulaient venir travailler en France. On sent quand même, est-ce qu'il y a vraiment un moyen de gagner plus économiquement? Est-ce qu'elle veut peser dans la balance, la France?
Ouais, je dirais, si vous regardez la situation depuis que le référendum a débouché sur le Brexit, plusieurs États, mais pas rien que les États, plusieurs autorités publiques, en particulier des grandes villes, c'est le cas à Bruxelles, c'est le cas à Amsterdam, c'est le cas à Paris bien évidemment, ou à Lyon par exemple, essayent d'attirer à la fois des investisseurs, des filiales, voire des sièges d'entreprise. Et bien sûr, dans le cas britannique également, transférer une partie de l'énorme connaissance qu'il y a en matière financière sur la City de Londres. Et donc, oui, il y a évidemment un jeu, une dynamique qui essaye de profiter de la situation. Et on a vu, à contrario, les autorités britanniques ou le maire de Londres faire un tour d'Europe pour essayer d'arrêter cette dynamique-là. Mais ça, je dirais, c'est rien que de bien classique en réalité. Et Pascal Delwitte, s'il n'y a pas d'accord, qui perd le plus? Je dirais à court terme, il n'y a pas photo, c'est le Royaume-Uni qui sera le perdant parce que ce sera l'État qui sera dans l'incertitude et donc le plus sujet à des comportements des marchés ou des acteurs économiques et sociaux erratiques. Cela dit, il faut aussi bien souligner que s'il n'y a pas d'accord, il va y avoir un impact sur l'économie et le commerce de l'Union européenne également, parce que la Grande-Bretagne est un partenaire commercial, partenaire financier, un partenaire économique extrêmement important de beaucoup d'États de l'Union européenne. Et pour vous, c'est le scénario le plus plausible aujourd'hui ? Non, je crois que le scénario le plus plausible reste fixé sur un accord. Il y a encore plusieurs semaines de négociations. On est dans des phases relativement classiques de dramaturgie, mais la difficulté, c'est que peu d'acteurs sont forts, ou dit autrement, beaucoup d'acteurs sont faibles. Theresa May est elle-même faible en Grande-Bretagne. Je l'ai dit, Angela Merkel en Allemagne. Emmanuel Macron n'est pas au meilleur de sa forme. Et l'Union européenne est plutôt divisée. Et par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, on va vers les élections européennes, c'est-à-dire un moment où traditionnellement, dans une période de campagne électorale, ce n'est pas les moments les plus propices pour atteindre les compromis les plus audacieux. Merci Pascal Delwitte pour cet éclairage. On a bien compris que la question reste en suspens et que les négociations vont se poursuivre. On y reviendra certainement sur ce Brexit dans les semaines qui viennent. Merci encore d'avoir été le témoin, le grand témoin de ce grand angle de 64 minutes depuis Bruxelles. Merci à vous.